Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent 2017, 40 lauréats récompensés aujourd'hui. Enfin, 14 novembre 1888, l'Institut Pasteur, inauguré à Paris en France, le chimiste français Louis Pasteur est le fondateur et directeur de ce centre de recherche. Madame, Monsieur, bienvenue. Bonsoir à tous. Tout maudit dans la région centre du pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a initié récemment une campagne de sensibilisation à l'hygiène des mains. La cible principale, les jeunes enfants, ont été exhortés à se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Un geste simple qui sauve des vies humaines. Kader Sogodogo et Soro Corona de RTI Boaké. Ce geste simple est souvent jugé banal, un peu réduit de 50% les 5000 morts enregistrés chaque année chez les enfants de 0 à 5 ans dans le monde. Des décès dus à des maladies liées à la diarrhée et à la pneumonie. Depuis 2008, une journée mondiale est consacrée au lavage des mains avec du savon. Cette journée vise à motiver et à mobiliser les populations à travers le monde pour améliorer leurs habitudes. Quant au lavage des mains, les mains doivent être lavées avec du savon à des moments de la journée selon l'Organisation mondiale de la santé. À Toumoudi, le ministère de la Santé et ses partenaires se sont retrouvés pour la célébration de cette journée. Il faut aussi tous travailler ensemble afin que toute la population ait accès à un dispositif simple de lavage des mains. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a invité les tout-petits à se laver régulièrement les mains afin d'éviter de nombreuses maladies. Raymond Goudou Kofi a également exhorté les tenancières de restaurants à avoir des kits de lavage des mains. Ce qui est le plus important, c'est que quand on veut manger avec les mains, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Mais il y a une chose qu'on a faite pendant la période de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Quand on n'a pas d'eau, quand on n'a pas de savon, on utilise le gel. Mais quand on a la possibilité d'utiliser de l'eau et du savon, eh bien, on l'utilise et on se lave les mains avec l'eau et le savon. Plusieurs kits de lavage des mains ont été distribués aux écoles primaires et aux restauratrices. Le lavage des mains est un moyen simple de prévenir de nombreuses pathologies. Le rhume, la grippe, l'hépatite A, le choléra et autres maladies diarrhéiques. Un tout autre sujet à présent et ce sera en images. 40 lauréats récompensés aujourd'hui lors de la 4e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Ils ont reçu chacun un chèque de 5 millions de francs CFA. Ce capital va financer le démarrage de leur projet. Un mot sur les activités du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Le ministre Bruno Koné a visité hier le centre incubateur au village de la commune de Marcory. Cette structure aide les startups à se développer à partir du numérique. C'est un reportage de Serge Coléa. Un espace d'intelligence collective et d'innovation sociale ou encore un incubateur de start-up. C'est ainsi que ses responsables le définissent. Au village, développe à partir du numérique des applications ou aide ses membres à utiliser des logiciels libres de droit. L'expérience au village a fait écho auprès du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Bruno Nabagné-Kouné s'est déplacé en personne dans la commune de Marcory en zone 4 pour visiter le 6 mètres carrés qui fait office de siège. Ils n'ont pas attendu l'État. Ils y sont allés par eux-mêmes avec leurs propres moyens, ce que l'État salue. Et pour nous, c'est une raison supplémentaire de les aider. L'idée étant justement de leur apporter une partie de ce qui manque aujourd'hui. Dans un premier temps, au village va bénéficier d'un appui technique, du matériel informatique et une connexion plus rapide. 2 millions de francs CFA ont été également dégagés par le ministre pour aider au fonctionnement.
Le fait d'avoir notre ministre de tutelle ici est vraiment un signe fort et un signe de reconnaissance, surtout pour tout le travail que nous abattons depuis des années. Donc pour nous, c'est encore redoubler d'efforts et je pense que c'est maintenant que le travail commence. On va y arriver parce qu'avec la communauté, nous sommes plus forts. Cet espace d'intelligence reçoit des surdoués comme ce gamin qui déjà à 10 ans crée des jeux électroniques. Des nouvelles sportives à présent. La Ligue de karaté de la région de Bouaké a organisé récemment une compétition. 24 équipes en lice. Les détails avec Hassan Khan et Chris Larsen de RTI Bouaké. Des katas et combats entre athlètes ont constitué l'essentiel de la compétition de karaté et discipline associée de la Ligue de la région de Bouaké. Il s'agit pour les responsables de la Ligue de karaté de mettre en jambe les athlètes des 24 clubs de la région. Le karaté est olympique. En 2020, nous y serons avec les athlètes. On a déjà fait des compétitions au niveau régional ici où on a eu des médailles. Cette compétition a été également une journée d'hommage à Maître Diomandé, ceinture noire, 4e dan. La Ligue a trouvé bon de m'honorer. En fait, c'est une grande émotion et une grande joie de réussir. Inviter tous les parents à faire confiance au karaté, à amener leurs enfants au karaté parce que le karaté est éducateur. Nous, dans l'esprit des arts martiaux au niveau de Bouaké, nous voulons créer une certaine symbiose. Nous voulons occuper un temps soit peu les jeunes, n'est-ce pas, avoir une certaine discipline quant au comportement dans la rue. Les responsables de la Ligue de karaté et disciplines associées invitent les autorités de la région à s'impliquer dans l'organisation des compétitions pour un rayonnement de la discipline dans la localité. Les Nations Unies lancent une mise en garde à la République démocratique du Congo. L'ONU prévient en effet les autorités congolaises contre d'éventuelles violations des droits de l'homme demain mercredi lors des mobilisations contre le calendrier électoral. Des tensions au Zimbabwe, un convoi de plusieurs chars de combat en provenance des provinces du pays ferait mouvement vers Harare, la capitale. À noter que ce déplacement de militaires intervient au lendemain d'une mise en garde du chef de l'armée à l'encontre du président Robert Mugabe. Chefchaouen est situé dans la région nord-ouest du Maroc. Cette petite ville se veut un modèle en matière de développement durable. Regardez. Accrochée à flanc de montagne, cette petite ville du nord du Maroc séduit les touristes par le bleu de ses ruelles. Mais depuis quelques années, Chefchaouen se veut aussi ville verte. En 2010, le conseil municipal a voté à l'unanimité une décision visant à en faire une ville écologique et durable. Un projet qui bénéficie du soutien de l'Union européenne et de plusieurs ONG. Je pourrais dire que Chefchaouen est là, il a une volonté de devenir une ville écologique. Donc c'est en phase de transition. Mais au niveau Maroc, au niveau Afrique, je crois que nous sommes parmi les villes les mieux avancées dans ce sens-là. Aziz, agent municipal, sillonne en vélo électrique les rues de la commune pour inspecter les chantiers. La municipalité de Chefchaouen nous a donné ce vélo électrique pour préserver l'environnement. Il nous permet de visiter et de surveiller les sites sans avoir recours au diesel qui est polluant. Sur les hauteurs de la ville, une piscine municipale a été équipée d'installations solaires. À proximité, les projets verts de Chefchaouen sont pilotés depuis un centre de l'écologie. Et un centre Info-Énergie informe le public de l'importance de préserver l'environnement. C'est la première initiative au niveau du royaume qui travaille sur le volet énergie, sur la mise à niveau énergétique de bâtiments, en vue d'informer sur les gestes économes, sur la maîtrise des consommations énergétiques, en entrant en contact avec les particuliers, les entreprises, la commune, les établissements étatiques, etc. Parcs solaires et éoliens, bus électriques, interdiction des sacs plastiques. Dans ce pays dépourvu d'hydrocarbures, l'objectif est de porter d'ici 2030 la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national à 52%.
Polémique sur l'utilisation du dicamba aux États-Unis. Cet herbicide est utilisé sur le soja ou le coton transgénique, mais les agriculteurs font état de dégâts importants en dehors des champs. Quelques mauvaises herbes dépassent encore suite à la dernière récolte de soja. Mais selon Perry, son terrain dans l'Arkansas n'a jamais été aussi propre. En bordure du champ, là où on n'a pas arrosé avec le dicamba, on voit des mauvaises herbes. On a aspergé le champ jusqu'ici. On voit encore des fèves de soja par là. Le désherbant dicamba est utilisé depuis les années 1960 par les agriculteurs américains. Depuis 2016, une nouvelle formule y est commercialisée. Elle permet un épandage plus tardif, lorsque les plantes sont déjà sorties de terre, et plus seulement sur le sol nu. Seules les nouvelles semences génétiquement modifiées développées par Monsanto y résistent. Le pesticide est réputé volatile. À une dizaine de kilomètres du champ de Perry, une exploitation bio. Sean redoute les évaporations sur sa récolte, destinée à la grande distribution. Ça ne nuit pas à ma récolte, mais si un produit non répertorié touche ma récolte, je ne peux pas la vendre. L'impact sur le rendement n'est pas encore connu, mais les agriculteurs touchés parlent de feuilles qui se creusent et se froissent. Plus de 2700 plaintes ont été déposées contre le dicamba aux États-Unis en 2017. Dans l'Arkansas, le sujet divise les agriculteurs lors de réunions publiques, très surveillées. Le frère de Kerin a été tué en octobre 2016 après une dispute avec un agriculteur à propos du dicamba. Cette année, elle estime que le pesticide a largement affecté l'exploitation familiale. Les droits d'un agriculteur s'arrêtent quand il commence à provoquer des dégâts et faire du mal aux personnes autour de lui. Monsanto est l'un des 3 fabricants du dicamba. Selon la multinationale, les agriculteurs utilisent parfois mal le pesticide et certains ont recours à une ancienne recette, plus volatile. Le produit peut être utilisé en toute sécurité s'il est appliqué conformément aux instructions. La volatilité ne propagera pas le produit au-delà de la zone tampon et elle ne causera pas de réduction de la hauteur des plantes ou de pertes économiques. Au début de l'été, l'Arkansas a suspendu l'utilisation du dicamba jusqu'à la fin des moissons. Il s'apprête à renouveler la mesure au printemps 2018. Grâce à l'Institut Pasteur, de nombreux vaccins sont mis au point et plusieurs virus, dont le sida, réussiront à être isolés. Ce centre de recherche sera inauguré à Paris le 14 novembre 1888 par le président français Sadi Carnot. On fait le point avec Thomas Guessambi. 14 novembre 1888, inauguration de l'Institut Pasteur. Un centre de recherche sur les virus à Paris. L'Institut Pasteur, fondé par décret du 4 juillet 1887, est inauguré le 14 novembre 1888. Il a été créé pour permettre à Louis Pasteur d'étendre la vaccination contre la rage, de développer l'étude des maladies infectieuses et de diffuser les connaissances. C'est une fondation privée à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Désiré par le savant français Louis Pasteur, l'Institut est financé par une souscription internationale. Grâce à l'Institut Pasteur, de nombreux vaccins seront mis au point et plusieurs virus, tels que le virus du sida, réussiront à être isolés. Né à Dole dans le Jura en 1822, Louis Pasteur se passionne pour les fermentations. Il découvre qu'elles naissent dans des micro-organismes. Il invente une technique de chauffage qui protège la bière et le lait contre les ferments. C'est la pasteurisation. Dans la vallée du Rhône, le savant révèle l'existence d'un microbe responsable de la maladie des vers à soie. Le corps médical et le public comprennent ainsi qu'il est possible, grâce à l'hygiène, de se protéger contre les maladies transmises par les microbes. Au moment donc où il fonde son institut, Pasteur a déjà découvert le principe de la stérilisation, connu sous le nom de pasteurisation et qui régit aujourd'hui la pratique universelle de l'antisepsie. D'autre part, il a déjà développé des techniques de vaccination contre les infections bactériennes et il est connu pour avoir mis au point un vaccin efficace contre la rage. Le 6 juillet 1885, tandis que la France de la Troisième République est à son zénith, Louis Pasteur reçoit dans son cabinet parisien un petit berger alsacien, Joseph Mester.
Celui-ci a été mordu par un chien enragé et exige des soins immédiats. Le savant prend le risque de lui inoculer un nouveau vaccin de son invention. À son grand soulagement, l'enfant sort guéri de l'épreuve. Pasteur en profite pour lancer une souscription en vue de fonder l'institut qui portera son nom. Il le dirigera jusqu'à sa mort en 1895. Très bonne soirée à tous sur RTI2.